On sait déjà que, selon un rapport récent des Nations Unies, Maurice se trouve à la 6e place des pays les plus à risque du réchauffement climatique. Le fait qu'il nous modèle social, le modèle économique, nos modèles de gouvernance, nos modèles politiques, les pays arrivent à certaines limites. Et il y a une fissure, il y a un craquement qui peut apparaître. Et ça, le craquement-là, il toujours provoque une instabilité. La République de Maurice, c'est dépendant de la question de la souveraineté, les chagos, tout ça, c'est entre 1,8 million à 2 millions de kilomètres carrés d'océan. L'île Maurice, de ce point de vue-là, la République de Maurice plutôt, est un immense État-océan. Quand, honnêtement, vous guettez bien les travaux parlementaires, les exercices de communication, de conférences de presse, tout ça, c'est quoi? C'est du spectacle, c'est une mise en scène. Mais c'est une mise en scène politique. Le mandat des premiers ministres, tout de suite, est limité. Si un leader pas qu'à rester là, ad vitam aeternam, à un moment donné, il est aller. Et là, on peut produire la possibilité d'un renouveau à l'intérieur même des partis politiques. Avinash Manoua, bonjour. Bonjour Kevin. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Ofé Média. En tant qu'expert en sciences politiques, quel constat faites-vous du système politique mauricien? Kevin, merci tout d'abord pour l'invitation et l'opportunité de discuter un petit peu. Le système politique mauricien nous bien comprendre les deux comme deux faces d'une même pièce. Tout le temps nous cause de la représentation politique et le multiculturalisme à Maurice est bien évidemment une forme de représentation de toutes les composantes de la multiplicité des identités à Maurice. Ça, c'est un côté. Et nous avons un système, en fait, qui, à travers le système du best loser, mais aussi à travers une pratique de la politique de terrain, il y a toujours une volonté que tout élément de la société mauricienne, tout segment, tout composante, il y a une forme de représentation. Cette forme de représentation-là, il y a à l'Assemblée nationale, ou il y a aussi dans des postes, dans les institutions. C'est un mélange des deux, en général. Ça, c'est un côté de nos systèmes. L'autre côté de nos systèmes, et il faut jamais oublier ça, parce que souvent nous cause représentation, les amis nous causent de l'autre côté-là, c'est vraiment la dimension économique de notre système politique. Pour moi, à partir de 68, le contrat social de la démocratie à Maurice, l'y fondé dans un principe relativement simple en réalité, c'est qu'il gouvernement là pour ouvrir les horizons du capital, pour permettre à l'entrepreneuriat, à l'entreprise, au secteur privé, mais pas que, de pouvoir faire entrer de la plus-value dans notre économie. Créer de l'emploi, faire entrer de la plus-value, et c'est là, en fait, que le modèle social mauricien, que l'État mauricien se construit. C'est les deux. Représentation d'un côté, construction de l'État moderne de l'autre, sur un modèle économique libéral, social-démocrate en réalité, libéral avec une composante sociale. Justement, nous cause beaucoup de la disruption, c'est un mot qui souvent vient de l'avant. Est-ce que c'est le moment actuel de disrupter la politique à Maurice? Alors, qu'est-ce que vous entendez par disruption? Parce que c'est un terme. Disruption, c'est d'apporter un changement par rapport à la politique qui datait depuis plus de 50 ans. La façon de faire de la politique à Maurice. D'accord. Alors, qui liait cette volonté? On le sent. 2020 était une année particulièrement importante de ce point de vue-là. Nous trouvons une manifestation. Maurice a été victime aussi de désastres, il faut le dire. La Covid, pardon, parce qu'apparemment c'est là. La Covid à l'échelle du globe, mais Maurice est dans le monde. Hein. Le Wakashi et d'autres affaires encore, hein, toutes les affaires que nous voyons aujourd'hui qui gangrènent un petit peu la capacité d'action du gouvernement, malheureusement. Et nous sentions qu'il y a une volonté. Nous sentions qu'il y a des gens qui commencent vraiment à vivre le fait qu'il nous système qui ne fait ses preuves dans un cycle économique et social donné, les bizarres capables de régénérer, parce que nous payons d'un autre cycle
en réalité. Pour revenir à cette notion de disruption, moi, je crois profondément que de toute façon, on est dans un potentiel de disruption extrêmement important à l'échelle du globe. Un élément extrêmement important de ça aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. On sait, toutes les données de tous les grands think tanks à travers le monde, bon, certaines données varient, mais grosso modo, nous connaît que d'ici 2050, on aura pris plus de 2 degrés à l'échelle du globe. 2 degrés, déjà 2050, on est en 2020, 2050, à l'échelle de la gouvernance, c'est 10 mai ça. Hein. C'est Zodi qui vous a déjà dit pour qu'il nous caille la PAC en 2050. Ça, c'est une affaire. La deuxième chose, 2 degrés à l'échelle du globe, nous devons réaliser que ça veut dire 2 degrés en plus, ou peut causer une situation que toute la ceinture équatoriale peut littéralement invivable. L'agriculture traditionnelle peut effondrer. L'accès à l'eau peut devenir extraordinairement difficile. Donc, ça qui peut causer, quand on peut causer ça, on peut causer une situation de guerre civile. Hein. Accès aux ressources, accès à l'alimentation, accès à tout. La sécurité alimentaire pour exploser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir un immense mouvement de population. Par exemple, l'Union européenne, nous peut déjà trouver les désastres qui se jouent en Méditerranée. Nous peut traverser, peut mort, peut risquer la vie pour quitter une situation de guerre, une situation d'insécurité. Ça, nous pas pour équilibrer l'eau là. Nous pour aller de plus en plus loin en fait là. Mais ça, vous avez des affaires, on a un système démocratique qui dit nous génération il connaît. Mais il peut avoir un impact énorme ça. Hein? Maintenant pour nous à Maurice, ça veut dire quoi? On sait déjà que, selon un rapport récent des Nations Unies, Maurice se trouve à la 6e place des pays les plus à risque du réchauffement climatique. Maurice, de par petite taille de nos pays, nous pas un producteur du réchauffement climatique. Nous l'impact sur le réchauffement minime. Mais clairement, nous sommes une victime. Maintenant, par rapport à ça, il y a une politique publique qui les a mis en place. Et pour qui ça va une politique publique là met en place? En réalité, nous bisons un l'espace politique qui a réponse de la manière qu'il est pensé pendant 50 ans. Parce qu'il y a un problème des dernières 50 ans, ce ne sont pas les problèmes des prochaines 50 ans. Là, il y a, pour le coup, une disruption. Donc, d'une certaine manière, cette disruption, moi j'ai envie de dire qu'elle va se faire naturellement. D'une manière ou d'une autre, les plus bizarres arriver, ne vont pas continuer comme ça. Hein. Maintenant, comment les peut arriver, ça, on ne peut que deviner. Est-ce qu'il vous pourrait y avoir un mouvement, peut-être des mouvements citoyens qui pourraient émerger, et à travers là, la construction de l'espace politique pour commencer capable d'intégrer ce problème-là et trouver une solution, ou bien ce qu'il est pour faire à l'intérieur de la partie politique traditionnelle, nous pas connaît. Ça, vraiment, nous pas connaît. Nous nous inquiéter comment est-ce que les choses vont évoluer. Une cause devant une contestation populaire, devant une politique, qu'est-ce qui peut fédérer ça une citoyenne, selon vous? Si vous avez résumé, c'est un élément qui peut fédérer actuellement. C'est une question extrêmement complexe que vous posez moi. Les Mario relevant pour nous là, quand nous trouvons qu'il est arrivé en 2020, il y a une fédération, hein, d'accord, hein, vraiment une citoyenne fédérée, mais qui vraiment amène nous ensemble, honnêtement, nous il y a des gens qui disent c'est Bruno Lorette, il y a des gens qui disent c'est le Wakashio. Mais en réalité, je ne pense pas qu'il y a une réponse simple. Il y a une multiplicité d'éléments, en fait, qui fait qu'il y a un ras-le-bol. On sent un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol-là, clairement, il peut émerger dans une situation que nous, dans l'institution, pas les plus délivrer de la manière qu'ils ont typé délivrer. Encore une fois, nous revenons à ce qui nous était causé avant. Le renouveau. C'est dans des situations comme ça qu'on doit penser les institutions, ou plutôt l'action publique et l'action des institutions de manière un peu différente. Et ça, c'est un challenge phénoménal qui est posé aux politiques en général, que ce soit à la majorité gouvernementale, aux partis de l'opposition, aux mouvements citoyens, ou tout simplement aux citoyens mauriciens eux-mêmes. Maintenant, qu'est-ce qui fédère? Moi, j'ai l'impression, ce n'est que mon impression, mais moi, j'ai l'impression qu'une partie de plus en plus importante des Mauriciens, en réalité, vraiment, c'est plus que réaliser. Je peux commencer à réaliser, mais c'est plus que ça. Je peux commencer à vivre dans la vie quotidienne le fait qu'il nous modèle social, le modèle économique, le modèle de gouvernance, le modèle politique, les pays arrivent à certaines limites. Et il y a une fissure, il y a un craquement qui peut apparaître. Et ça, le craquement-là, il toujours provoque une instabilité. Et à partir de là, il y a une réaction. Je vais vous donner un exemple très simple, pour parler concrètement. Le chômage des jeunes à Maurice. Nous avons dit, nous, quand même, dans une situation,
Kotwena, 25% des 18-25 ans qui sont au chômage. Ils ont fini l'école, ils ont à l'université, ils ont un degré, ils ont sorti, ils n'ont pas gagné de travail. Et il y a une multiplicité de raisons à ça. Par exemple, la question du mismatch entre la formation universitaire et les demandes du marché de l'emploi, qui est un problème réel. Mais ce n'est pas que ça. En réalité, est-ce que nous avons un secteur privé qui est assez dynamique à Maurice pour pouvoir commencer la conversion dans les nouvelles technologies, pour pouvoir faire émerger un nouveau marché de l'emploi? Ça, c'est une vraie question que le gouvernement vous a posée, parce que dans ce cas précis, le gouvernement est là pour mettre en place une politique qui permet de ça. Un exemple. Un deuxième exemple qui est directement lié au Wakashio, toute la question de la protection de nos patrimoines environnementaux, de nos patrimoines écologiques, de nos côtes, de nos littoraux, qui pévine un enjeu majeur. Et pas juste nos côtes, nos littoraux, qu'on de Maurice. Un affaire qui m'en retrouve, et c'est bien dommage, quand nous cause Maurice en général, le Mauricien vous dit, oh, c'est l'île Maurice. Nous, l'île des 1500 km². La République de Maurice, c'est pas l'île Maurice. La République de Maurice, c'est l'île Maurice. C'est Rodrigue. C'est des archipels. La République de Maurice, c'est dépendant de la question de la souveraineté, les Chagos, tout ça. C'est entre 1,8 million à 2 millions de kilomètres carrés d'océan. L'île Maurice, de ce point de vue-là, la République de Maurice plutôt, est un immense État-océan. Avec tout ça que ça veut dire, le potentiel de développement extraordinaire. Le développement océanique durable, le blue economy durable, la conversion énergétique, tout ce qui relève des énergies renouvelables liées à l'océan. Tout ça, c'est un axe économique extraordinairement porteur de capitalisation, mais de nouveaux métiers et de nouveaux emplois, avec des investissements en nouvelles technologies et de potentiel de transformer le pays. Qui peut faire dans ce sens-là? Vous trouvez donc? Pourquoi le Mauricien peut vraiment commencer à vivre ça, peut commencer à sentir, qui nous pense différemment la politique aujourd'hui? Disons, la plateforme qui est actuellement la plus utilisée par les contestataires de la politique actuelle, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Quel impact, quelle influence les réseaux sociaux capables d'amener au sein de la politique d'aujourd'hui, de demain? Alors, clairement, nous trouvons que l'impact est immense. Un cas historique de ça, c'est ce qu'il nous appelle le printemps arabe au début des années 2000. Quand on guette bien, par exemple, l'étincelle du printemps arabe, c'est la Tunisie, Ben Ali, la personne qui s'immole par le feu. Et les images tournées de ça, qui font le tour de Facebook, et ben Tunisie a des salles d'antimé. Et Ben Ali vient aller, un renversement de régime. Et comme une traînée de poudre, plusieurs régimes de la région tombent comme un effet domino. C'était le premier exemple, je crois, de vraiment la capacité de disruption, pour le coup, des réseaux sociaux. Depuis ça, ça n'a fait que s'accentuer. Maintenant, quand on pécose les réseaux sociaux, il n'y a pas un réseau social qui lit Facebook, qui lit Twitter, whatever. Il n'y a pas un outil politique en lui-même, ça. Ici, c'est une plateforme que l'échange de l'information, l'échange des images, fluidifié. C'est-à-dire, on a une situation que tout le monde et n'importe qui peut être un journaliste. Et qu'un téléphone portable, ou qu'un filmer, ou qu'un prend photo, ou qu'un met ça sur Facebook ou tweet. C'est-à-dire tout dit boum, mais que l'information sur les réseaux sociaux. Et l'information, les cas dans n'importe quel sens. Le phénomène des fake news, par exemple, aux États-Unis, est directement lié à ça. Donc, ça qui nous trouvait, c'est que les réseaux sociaux les accélèrent ce phénomène-là. Mais tout ça qu'il fait, c'est qu'il accélère ce phénomène-là. Il n'est pas qu'à dicter que de phénomène-là pour aller. Et par exemple, aux États-Unis, Trump, il y a 4 ans, pour son élection, l'INRECI vraiment exploite ce phénomène-là en sa faveur, en multipliant les fake news, en jouant sur le côté un peu innocent de certaines parts de l'électorat américain. Pour revenir à Maurice, honnêtement, on voit déjà une utilisation politique extrêmement importante des réseaux sociaux. Maintenant, moi, je me désole d'une chose, c'est que, malheureusement, on est submergé d'images et d'informations. Submergé. Ce qui n'est pas en lui-même une mauvaise chose. Le problème, c'est que nous avons de plus en plus l'impression qu'un nombre important de citoyens n'ont pas les outils critiques pour analyser ces images et ces informations. Ce qui fait qu'ils ont qu'à tomber dans un piège. Le piège des fake news, le piège d'une certaine propagande. Et c'est dans cette situation-là qu'ils trouve ce qu'on appelle le populisme émergé. C'est un véritable danger pour la démocratie. Il ne faudrait pas nous sous-estimer. Donc, pour revenir à vos questions, oui, le réseau social, l'ICA, bon, parce que l'ICA accélère un phénomène positif pour la démocratie,
Mais il a aussi produit un phénomène de populisme qui, pour le coup, devient dangereux pour la démocratie. Et ça, honnêtement, la question de la liberté d'expression, de la libre accès à l'information, est absolument essentielle. Pour moi, il est hors de question de revenir dessus. Mais nous avons une sauvegarde. Nous avons la loi qui est adaptée à ces phénomènes-là, et nous avons une institution qui joue un véritable rôle de gendarme. Pour, s'il y a un phénomène comme des pyromanes qui viennent raconter n'importe quoi, nous sommes capables d'agir de manière transparente, encore une fois. À cause de la transparence, honnêtement, est-ce qu'on a l'impression que le gouvernement est transparent dans sa politique, dans sa façon de communiquer envers le peuple? Alors, en fait, ce qui me trouve bien intéressant là-dedans, c'est qu'il nous en fait une contradiction. Le type est cause la question des réseaux sociaux et de la visibilité. Et parallèlement, effectivement, on a le sentiment d'un manque de transparence. Logiquement, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les nouveaux dispositifs, Tibisa donne le citoyen une visibilité totale de l'espace politique. Par l'espace politique, pour moi, c'est l'État, le gouvernement, les ministères, les institutions. Mais l'espace politique, c'est aussi l'espace privé en réalité. C'est-à-dire le citoyen, en tant que citoyen politique, engagé dans la construction politique de la société mauricienne, du pays. Donc, tous les outils sont là. Mais effectivement, nous donne une situation qu'on a l'impression qu'il y a de moins en moins de transparence. Sa contradiction-là, en réalité, on trouve-les partout. C'est pas qu'à Maurice, hein. C'est absolument partout. Plus les technologies qui rendent le pouvoir visible avancent, plus la transparence recule. Moi, dis-vous franchement, il y a toujours un élément du secret dans l'exercice du pouvoir. Il n'y a rien de nouveau dedans. Strictement rien. Ou il y a les sciences politiques, que ce soit Machiavel, Rousseau, tout comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'exercice du pouvoir qui n'est pas visible. Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire pour des raisons que Enaban Zafé, qui le gouvernement fait, qui sont de l'ordre de la négociation, qui sont de l'ordre du secret, tant qu'il n'est pas vu public. Enaban négociation extrêmement sensible quand on a un gouvernement ou bien fait. Et d'une certaine manière, dessus, il ne faut pas y a trop beaucoup de visibilité. C'est pas une question de corruption ou quoi que ce soit, ça. Hein. C'est la nature même des négociations publiques, des négociations politiques. Donc, peut-être que c'est là qu'on trouve ça décalage-là. C'est-à-dire que n'importe quel gouvernement, encore une fois, c'est pas qu'à Maurice, n'importe quel gouvernement est capable de négocier sur une politique publique avec les acteurs du privé, avec d'autres gouvernements aussi, à travers des voies diplomatiques, tout ça, de manière secrète, sans qu'il leak. Et le problème, c'est que la visibilité qu'il y a aujourd'hui fait que le leakage, hein, le fait que les fuites d'informations, ils deviennent extraordinairement faciles. Donc, peut-être que nous sentions une crispation de la part des décideurs de ce point de vue-là. Mais ça, pour moi, c'est le côté behind the scene de la politique, derrière les rideaux. La réalité, c'est que l'espace politique, l'espace visible de la politique, l'invine ce que Guy Debord, un grand philosophe français, appelle l'espace du spectacle. Quand, honnêtement, vous guettez bien les travaux parlementaires, les exercices de communication, de conférences de presse, tout ça, c'est quoi? C'est du spectacle, c'est une mise en scène. Mais c'est une mise en scène politique. C'est une mise en scène que nous, élus, nous, représentants, viennent expliquer ce qu'ils peuvent faire, viennent présenter ce projet devant les citoyens, devant le peuple mauricien. Et là, c'est pas une question de transparence pour moi, c'est vraiment, je n'arrête pas de le dire d'ailleurs, hein. Pour moi, The Tibisa fait un petit peu plus attention à cette communication. Parce que clairement, nous trouve une situation que la communication ne passe pas. Vraiment, ça passe pas. Et parce que ça ne passe pas, ça crée de la défiance. Et la défiance, si elle se généralise dans la société, c'est porteur de disruption, pour le coup. Et dessus, il y a un vrai travail de communication à faire. Je ne cesse de le dire. Bon, pas trouver l'amélioration personnellement, mais ce n'est que mon opinion. Peut-être pour résumer, est-ce qu'il vous dit que la société mauricienne est malade, très malade ou très très malade? Non, trop pessimiste, Kevin. La société mauricienne, le pays, comme beaucoup d'endroits dans le monde, le monde devient comme ça. Il n'est pas malade, il n'a pas de problème. Comment vous peux dire aller là? Et nous trouver un craquement dans le système. C'est-à-dire ça fait qui peut fonctionner avant, qui n'est plus vraiment peut fonctionner. Est-ce que par exemple aujourd'hui, est-ce qu'il nous a à dire que l'ascenseur social fonctionne à Maurice? Et là, dit oui, il fonctionnait.
Mais tout dépend de ce qu'ils ont envie de dire par ça, qui peut fonctionner. Et par exemple, le gouvernement a un projet d'employer 10 000 fonctionnaires sur le mandat. C'est ce qu'ils ont dit dans ce programme pour les élections. Ok, vous pouvez dire que nous pouvons créer l'emploi, l'ascenseur social peut fonctionner. Mais en réalité, je pose la question, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec par rapport au fait que l'économie mauricienne n'est plus capable de créer 10 000 emplois? Et si on le regarde de ce point de vue, non, ça ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qu'au lieu de proposer d'autres solutions, au lieu de proposer des réformes structurelles, parfois, qui requièrent un courage politique, il faut le dire, c'est pas simple, ces choses-là. Mais au lieu d'avoir ce courage-là, est-ce qu'il nous pas existe colmat de fuite? Ça, c'est une question à poser. Et après, de manière beaucoup plus globale, encore une fois, nous paierons dans un enjeu géopolitique qui peut faire que les potentiels de disruption peuvent multiplier. Et l'instabilité politique, j'ai bien l'impression, c'est malheureux de le dire, les pouvines compliquées. C'est-à-dire vraiment ces années de prospérité, les années 80, 90, début des années 2000, même à l'échelle du globe, par exemple, après l'effondrement du mur de Berlin, cette fameuse notion de la fin de l'histoire, le monde va être prospère aujourd'hui, nous connaissons que ce ne sera pas le cas. Nous paierons dans une grande période d'instabilité, d'insécurité alimentaire, d'insécurité militaire. Les potentiels de révolte, de guerre civile dans beaucoup de pays du monde sont réels. Et par rapport à ça, le jeu du multilatéralisme aujourd'hui, de la globalisation, avec surtout l'émergence de nouvelles puissances qui viennent vraiment casser la construction hégémonique qui était plutôt occidentale, pour ne pas dire américaine, tout ça est en train de se revoir. Et l'océan Indien est peut-être le lieu privilégié aujourd'hui de cela. Donc, nous pialons dans une zone de turbulence, c'est absolument certain. Mais une zone de turbulence, pour moi, c'est porteur de potentiel. Nous sentons que nos pays, sont dans un entre-deux, un cycle politique, social, économique est fini. Un autre cycle vient commencer. Maintenant, qui s'en a pour qu'on pilote le pays dans cet entre-deux-là, toute la question est là. Avinash Manoa, quel rôle a le financement des partis politiques dans le mécanisme, dans le système politique mauricien? Kevin, c'est une question, encore une fois, complexe. Nous avons considéré comme une affaire bien simple, c'est-à-dire, et tout le monde comme ça, c'est pas que les partis politiques. Dites par exemple la banque qui prête casse 10 000. Vous faites un loan. Très bien. Vous pouvez faire, par exemple, vous faites un loan pour la case. Vous pouvez faire la case, vous pouvez ranger. Mais d'une certaine manière, vous êtes redevable à la banque. Et il y a une relation de dette qui se met en place. Et l'impression que j'ai, c'est que malheureusement, beaucoup de partis politiques, et pas que, encore une fois, c'est pas juste un parti politique, c'est un mouvement social, socioculturel, etc., ils ont tout là-dedans. De par le fait qu'ils ont accepté votre financement, ils rentrent parfois dans une obligation. Oui, ou pas peu. Soyons honnêtes, la politique requiert de l'argent. Vous avez pour faire l'élection, pour organiser l'élection, pour faire une campagne, marketing, communication, etc. Mais derrière, on vient redevable à Saban Diboun qui paie finance ou là. Quelle est la solution? Nous tous connaissons que les partis politiques à Maurice n'ont pas d'existence juridique. Nous connaissons qui, quand on arrive à une élection, pour mes affaires, ou bien enregistrer au parti politique pour l'élection là. C'est une fois qu'il y a un parti politique qui est enregistré, qui est au cas déclaré le candidat pour nomination day. Mais, entre des périodes électorales et qui arrive à un parti politique, ils n'ont pas existé. S'ils n'ont pas existé, comment on contrôle ce financement? S'ils n'ont pas existé, même un compte en banque de pays là, comment on peut mettre un contrôle là? Moi, depuis un moment, il y a plusieurs gens qui peuvent dire, peut-être qu'il serait temps que vraiment nous propose une vraie réforme de ça. Et cette réforme-là, honnêtement, on n'a pas besoin d'inventer ça. Nous trouvons ailleurs, nous trouvons même à Maurice, mais pas pour le parti politique. Guide Maurice, on a le Registers of Companies. Registers of Companies, ils mettent en place un cadre de loi, un cadre légal, juridique, code ban compagnie, bizarre opérer là-dedans. L'idéal, une compagnie bizarre a X, Y, Z pour qui il a opéré. Mais qui fait nous pas envisage un Registers of Political Parties qui pour pareil. C'est-à-dire, on enregistre au parti politique, le Registers of Political Parties, ils pouvaient dire, ok, pour un parti politique, vous avez un compte en banque, vous avez fait l'audit. Mais les cas beaucoup plus loin que ça. Nous, quand imaginons une situation, que le Registers of Political Parties, lui-même, à l'issue d'un débat, d'une discussion politique, l'IPUCA met en place un cadre de loi que l'IPU impose à un parti politique
Pour par exemple, les élections pour le leadership du parti, tous les X années, tous les 5 ans, peu importe. Et lui-même, les cas imposent la loi, Code Lidiaou, un leader parti politique, par cas, explique qu'il prend un mandat comme leader du parti. S'il fait ça, automatiquement, ou pas pour gagner, il y a là-haut, là. Si vous faites ça au niveau du parti, ben, le mandat des premiers ministres, tout de suite est limité. Si un leader par cas reste là, ad vitam aeternam, à un moment donné, il est bizarre aller. Et là, on peut produire la possibilité d'un renouveau à l'intérieur même des partis politiques. Tout ça là, c'est bonne proposition. Et il y a beaucoup de débats, de discussions à avoir dessus. Mais moi, je suis totalement pour un encadrement des partis politiques sous la forme d'un Registrar of Political Parties. Pour moi, c'est un grand pas en avant que nous fait ça. Mot de la fin? Mot de la fin. Dans le thème général de ce qui nous causait, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Comment dire, moi, la société va mal, très mal, bon, pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire, nous avons un problème. Et vraiment, nous avons un problème qui peut multiplier à Maurice. Mais moi, je crois qu'il y a aussi un immense potentiel. Immense potentiel. Je suis un chercheur, j'ai un doctorat en sciences sociales et en philosophie politique. Et si vous regardez l'histoire du pays, il y a une affaire, il y a une leçon qui nous vise à tirer. C'est que nous, un pays extraordinairement résilient. Et nous, un pays extraordinairement créatif. Moi, je crois profondément dans le talent des Mauriciens. Nous, un peuple de talent. Et pourquoi c'est le multiculturalisme qui fait ça. Nous initier à toutes les grandes cultures du monde, nous causes plusieurs langages, nos pays ouverts sur le monde. Et ça, vraiment, aide nous développer la capacité que vous trouvez dans les autres pays, nous pénalise forcément. Hein. Et je suis convaincu que les Mauriciens prennent leur destin en main et que les Mauriciens vont eux-mêmes produire le changement que nous avons besoin. Nous sommes optimistes, nous sommes patients, mais patients dans le sens qui nous sommes nous-mêmes réaliser que c'est aux citoyens de s'engager, c'est aux citoyens de venir proposer des choses et de pousser un agenda qui feront que les responsables, qui ne sont pas que politiques, les responsables politiques, les responsables religieux, je le dis parce que nous sommes un peuple profondément croyant, les responsables économiques, les acteurs sociaux, et ben c'est comme ça qu'ils nous peuvent faire bouger aussi dans le bon sens. Et ça, me dit franchement, j'y crois, ça va se faire. Maintenant, de quelle manière, quelle est la temporalité, ça ne pas qu'à dire. Mais ça va se faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kerry.